Laurent Jacobelli, est-ce que quelque part ça nous inspire? Qu'est-ce qu'il faut y voir? Cette passion française pour une monarchie que parfois on moque, dont on sourit, dont Oui. on va se dire discrètement, t'as regardé The Crown, mais Oui. pas plus parfois. C'est vrai que cette monarchie, elle a quand même quelque chose à la fois de distrayant, parce que c'est un véritable feuilleton, la vie de Windsor. On le voit aujourd'hui avec Harry, on l'a vu avec le prince Charles. Donc forcément, c'est comme un feuilleton qui ne se terminerait jamais, et on a le goût des sagas en France. Mais un peu plus sérieusement, je pense que c'est une monarchie qui, en creux, nous montre nos propres défauts. La reine est la garante des traditions, de l'histoire, de l'identité du peuple. Elle est celle qui soude, vous l'avez très bien dit, Philippe Val, des pays, des nations finalement, l'Écosse, l'Angleterre, qui pourraient se diviser. Elle est donc un ciment, elle est un liant. Et pour autant, c'est un régime extrêmement démocratique et extrêmement parlementaire. Et vous voyez très bien où je veux en venir. En France, on a une espèce de monarchie qui ne dit pas son nom et qui n'est pas intemporelle, qui est quinquennale. Parce qu'aujourd'hui, en France, le Parlement a très peu de pouvoir et tous les pouvoirs sont dans les mains d'un seul homme, le président de la République. Et mon regret, c'est que son souci majeur soit de faire de la politique quotidienne, qui devrait être ce que fait le Parlement, comme en Angleterre, et que lui, son souci devrait être d'avoir un peu de vision, de donner ce lien, à un moment où la société française est divisée, d'affirmer notre identité au moment où elle est battue en brèche par un certain nombre de communautarismes, et il devrait être le rassembleur des Français, et non pas le diviseur, mais il est le diviseur presque malgré lui, parce que forcément, d'élection en élection, les camps s'affrontent. Et donc, je pense que ça doit nous amener à réfléchir à notre système. Forcément. Je suis profondément républicain, hein, mais je pense qu'il faut qu'on ne lie plus le mandat législatif et le mandat présidentiel. Forcément, ce que vous venez de dire, Jacobelli. Oui, c'est un siècle d'histoire. Hein. Le prince Philippe, c'est, vous l'avez dit, un combattant, pratiquement 99 ans. Donc c'est vraiment une page d'histoire qui se tourne. Je pense que nos liens avec les Britanniques sont complexes. Vous avez dit qu'on les aimait. Je pense qu'on aime les détester aussi, oui. Parce qu'il y a toujours cette bataille entre les Anglais et les Français. Mais nos deux destins sont très liés. Et je crois que quels que soient les aléas géopolitiques ou les aléas administratifs qu'on a pu vivre ces derniers temps, nos deux nations sont tellement liées historiquement et économiquement qu'au-delà de tous les obstacles, ça continuera. Alors régulièrement, on dit, est-ce que c'est possible pour vous de dire, ça y est, oui, on participe à l'accélération de la vaccination au niveau européen, on prend notre part, la France qui est même en train d'essayer de se positionner pour les futurs vaccins, deuxième génération, pour la suite? Écoutez, moi je l'espère de tout mon cœur. Je vois qu'aujourd'hui, pour vacciner la population française, on est 100% dépendant des livraisons de laboratoires étrangers quand même. Donc tant mieux si ça se débloque, je crois que personne ne peut le déplorer. En revanche, je trouve un petit peu fort de café quand même de nous présenter la mise en démarrage de l'embouteillage du vaccin en France comme un progrès énorme qui va débloquer la situation. Vous l'avez dit, seulement 15% de ces vaccins seront destinés à la population française, le reste à l'exportation. Et puis quand même, comment ne pas y voir un signe terrible de déclassement au pays de Pasteur? C'est-à-dire qu'on voit qu'on est en train de croiser dans l'ascenseur des pays qui hier étaient nos sous-traitants, notamment les pays d'Asie, qui dans plein de domaines deviennent des pays de brevets, des pays d'innovation. Et nous, on descend l'escalier. Et là où avant on déposait des brevets, là où avant l'industrie pharmaceutique française était un modèle économique et médical, eh bien on se contente d'être devenus des sous-traitants, c'est-à-dire la main-d'œuvre des Allemands, des États-Unis ou des Anglais. Donc je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de cette situation qui n'incombe pas, il faut être très honnête, seulement à Emmanuel Macron. Ce sont des décennies de manque d'investissement dans la recherche et développement. Nos chercheurs sont partis à l'étranger. Il faut savoir qu'ils sont payés un tiers de moins que la moyenne de l'OCDE, que la part du PIB français dans la recherche et développement est très faible à 2,2%, et que donc tout ça, aujourd'hui, malheureusement, on le paye. Donc, tant mieux si la situation s'éclaircit, mais pas de fanfaronnade. C'est une roulette avec beaucoup plus de 32 trous, de trouver des vaccins. Et puis voilà. Pas que de la chance, Philippe Ball. Juste un mot quand même, parce que évidemment c'est mieux que rien. rien. Je ne veux pas pour la recherche fondamentale. Mais on aussi, est soumis à un principe de précaution délirant. Si je peux me permettre. Je vois que le patron de Moderna, il est français, et moi j'aurais aimé qu'il ait la possibilité en France, que ce soit en termes de charges fiscales, que ce soit en termes d'aide au développement, de monter cette boîte en France. Quand je vois Valneva, qui est une entreprise de biotechnologie, qui a une piste pour un vaccin et qui va travailler avec le Royaume-Uni parce que c'est eux qui ont investi, quand je vois que notre fierté française, qui est Sanofi, va licencier 364 chercheurs, excusez-moi de trouver que c'est triste d'avoir les talents, mais de ne pas avoir derrière les structures qui permettent de les mettre en valeur.
250 millions de doses mises en flacon en France d'ici fin 2021. Ça ferait 37,5 millions de doses pour les Français. Ce serait potentiellement, par rapport au calendrier affiché, un Français sur 4 qui pourrait être vacciné avec... je vous sens sur ma droite que mes calculs ne sont pas bons. Je vous réponds juste. Moi, je veux bien qu'on soit les seuls en France à jouer la règle du jeu, c'est-à-dire on produit pour le monde entier et que dans le monde entier, chacun garde les doses pour lui. Ouais. Mais au final, on va être le dindon de la farce. Or, si on produit vraiment 250 millions de doses, évidemment, c'est beaucoup plus que ce dont nous avons besoin pour la population française. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une solution de bon sens, en tout cas je le pense, vacciner avec ces doses en priorité les Français et exporter le reste. Je pense qu'il y a un moment où le devoir du président de la République française, c'est de protéger les Français. Et on ne peut pas être les seuls bons élèves du monde quand l'Inde protège sa population, quand le Royaume-Uni protège sa population, quand les États-Unis protègent sa population et que l'Allemagne s'apprête à le faire. Deux dernières réactions, Jacobelli. Eh bien, Dominique Seux, ça va vous faire un choc. Mais vous avez pratiquement dit exactement ce que je voulais dire, en tout cas pour les 95% du début de votre intervention. Ce qui est gênant, c'est pas que des gens fassent fortune ou virtuellement fortune, puisque certains ont innové, certains ont créé, certains ont investi même de leur propre denier. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que la France soit en dehors de cet événement et qu'il n'y a pas l'effet ruissellement positif. Si M. Bancel avait monté son entreprise en France, eh bien, il y aurait une création de richesse, de la création d'emplois, beaucoup plus de recettes dans les caisses de l'État, ce qui permettrait d'aider les plus défavorisés des Français. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que la France, aujourd'hui, ne sait pas garder ses talents. Et donc, Attendez, je vais terminer quand même, Dominique Seux. Donc, ce qui m'ennuie, et vous l'avez dit, il y a des secteurs traditionnels de vieille fortune qui demeurent en France, et là nous les maintenons. En revanche, sur les nouveaux véhicules face aux besoins et aux désirs d'écologie, Tesla, les nouveaux besoins médicaux, on vient d'en parler, les entreprises du numérique, nous sommes absents de tous les secteurs porteurs de demain, faute à une politique stratégique d'investissement, y compris de l'État, dans ces secteurs porteurs de demain. Et donc le problème, moi j'ai rien contre les gens riches, mon problème c'est que ces gens riches, ils sont riches ailleurs, les nouveaux en tout cas. Et moi j'aimerais bien que la France globalement devienne plus riche, que les Français aient plus d'emplois, si on avait un État stratège, si on avait du patriotisme économique sur ces secteurs porteurs dont malheureusement ce classement montre que nous sommes absents alors que nous avons les talents. Professeur Guy, sur cette question de la taxation des riches, vous voyez, Laurent Jacobelli. Non mais écoutez, nous sommes, vous l'avez dit, le pays le plus taxé au monde. C'est vrai pour les particuliers et les entreprises. Je pense que le problème de la France n'est pas de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Le problème de la France, c'est comment cet argent est dépensé. Et effectivement, le fait d'avoir supprimé l'ISF et de l'avoir transformé sur un impôt sur les biens mobiliers est une bêtise totale. Il fallait garder un impôt pour les plus riches, sauf sur les biens mobiliers. Bon, ça a été mal fait, mal et donc goupillé. aujourd'hui Donc il faudrait remettre une forme de taxation des ultra-riches. Mais il faut bien définir ce qui est riche. Hein. Ce n'est pas au-delà de 2 000 €. Hein. Bon. Mais en revanche, aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter avec cette folie de taxer tout le temps, tout partout, les entreprises et les particuliers. Ce qu'il faut, c'est bien dépenser l'argent public. Et pour répondre aux problèmes de production, pour répondre aux problèmes de paupérisation et du chômage, il faut consommer français. C'est-à-dire que la dépense publique, elle est déjà bien élevée, il ne faut pas l'augmenter. Mais il faut qu'elle soit dépensée en France. Quand on achète des voitures pour les policiers, pour la police nationale, on achète des voitures françaises. On ne peut pas expliquer aux salariés de chez Renault et Peugeot que leur usine va fermer et qu'on achète des voitures à l'étranger. La même chose pour les médicaments, la même chose pour les trains, la même chose pour la commande publique. Ça fait des milliards réinjectés dans l'économie. Ça fait donc des emplois, ça fait donc plus de cotisations sociales, mais en même temps moins de dépenses sociales parce que les gens ont un boulot. Ça, c'est une démarche intelligente plutôt que de crier taxes du matin au soir.